Le palais de Buckingham est l'un des monuments les plus emblématiques du monde et ce n'est pas un hasard. Résidence officielle du monarque britannique, il incarne aussi la richesse historique et culturelle du Royaume-Uni. Mais alors, qu'est-ce qui rend le palais de Buckingham si précieux? Et quels secrets renferment ces murs? Reste avec nous, on t'emmène à l'intérieur du palais de la reine Elisabeth, un joyau estimé à plusieurs milliards de dollars. Prépare-toi à découvrir certains de ses secrets les plus fascinants. Mais avant ça, faisons un petit détour pour comprendre ce qui rend ce lieu si spécial. Le palais de Buckingham, c'est à la fois la résidence officielle et le siège administratif du monarque britannique, en plein cœur de Londres. Son histoire est longue et passionnante, remontant au XVIIe siècle. À l'origine, le terrain n'était qu'une zone marécageuse au bord de la rivière Tyburn, passée entre les mains de nobles et de moines au fil des siècles. En 1703, John Sheffield, premier duc de Buckingham et de Normandie, y fait construire une grande maison de ville, baptisée tout naturellement Buckingham House. Puis, en 1761, le roi George III rachète la propriété pour sa femme, la reine Charlotte, et leurs enfants. Il entreprend alors une rénovation, et la maison devient la Queen's House, résidence privée et lieu de réception. En 1820, son fils George IV hérite des lieux et décide de transformer la maison en véritable palais royal. En 1837, la reine Victoria devient la première souveraine à en faire sa résidence officielle. Mais elle trouve rapidement le palais trop petit pour sa famille grandissante. Elle commande donc l'ajout d'une nouvelle aile côté jardin, déplace Marble Arch vers Hyde Park et installe une nouvelle grille d'entrée. Victoria modernise également le palais en y ajoutant des installations de pointe pour l'époque, éclairage au gaz, toilettes à chasse d'eau, sonnettes électriques. Depuis, Buckingham Palace a été le théâtre de nombreux événements historiques et cérémonies officielles. Aujourd'hui, il compte 775 pièces, dont 19 salles d'apparat, 52 chambres royales et d'invités, 188 chambres réservées au personnel, 78 salles de bain et 92 bureaux. Mais ce n'est pas tout. Le palais possède aussi une salle de bal, une chapelle, un cinéma, une piscine, et même son propre bureau de poste. Le jardin du palais est par ailleurs le plus grand jardin privé de Londres. Et accroche-toi, ce monument exceptionnel est estimé à 5 milliards de dollars. Chaque année, entre juillet et octobre, les salles d'apparat là où se tiennent les réceptions officielles ouvrent leurs portes au public. Mais à présent, entrons dans les coulisses de ce palais somptueux pour découvrir ses secrets les plus étonnants, ainsi que quelques-uns des objets les plus précieux ayant appartenu à la reine Elisabeth II. Parmi les trésors cachés du palais se trouve une collection de timbres incroyablement rares et l'un d'eux fait partie des plus précieux au monde, le fameux Twopenny Blue de l'île Maurice. Émis en septembre 1847 par cette colonie britannique, en même temps qu'un autre timbre One Penny de couleur rouge-orangé, ce timbre porte l'inscription originale Post Office, remplacée plus tard par Postpaid sur les éditions suivantes. Le Twopenny Blue appartient à la collection philatélique royale, transmise à la reine Elisabeth II, cinquième monarque à en hériter. Cette collection est conservée dans une salle spéciale du palais. Le timbre représente le profil de la reine Victoria, gravé par un artiste local nommé Joseph Osmond Barnard, qui s'est inspiré des timbres britanniques tout en leur donnant un style un peu primitif. À l'époque, seulement 500 exemplaires ont été imprimés, et bon nombre ont été utilisés pour envoyer des invitations à un bal organisé par l'épouse du gouverneur de Maurice. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de ces timbres dans le monde, d'une trentaine tout au plus, et ils sont extrêmement recherchés par les collectionneurs. Ces timbres mythiques figurent parmi les plus grandes richesses philatéliques, ayant appartenu à des collectionneurs prestigieux comme Sir Ernest de Silva ou Alfred F. Liechtenstein. Avec le temps, leur valeur n'a cessé de grimper. En 1904, le roi George V établit un record en achetant un exemplaire neuf du Twopenny Blue lors d'une vente aux enchères pour 1450 livres, soit l'équivalent d'environ 170 000 livres en 2021. Et en 2011, l'un de ces timbres s'est vendu pour près de 1,05 million de livres, soit 1,7 million de dollars. Aujourd'hui, il ne reste que 26 spécimens connus de ces timbres de l'île Maurice, 14 de la version One Penny et 12 du Twopenny Blue. À lui seul, ce timbre bleu est estimé à 2 millions de dollars, dans une collection totale valant plus de 100 millions de livres sterling.
Il est considéré comme un chef-d'œuvre de la philatélie et un symbole de l'histoire coloniale de l'île Maurice. La collection n'est pas ouverte au public, mais elle est parfois présentée lors d'expositions ou prêtée à des musées. La collection d'œufs Fabergé de la reine Elisabeth compte plus de 600 pièces, dont l'une des plus emblématiques est l'œuf mosaïque. Chef-d'œuvre de joaillerie et d'art, cet œuf a été créé en 1914 par le célèbre joaillier russe Peter Karl Fabergé. C'est l'un des œufs les plus complexes et les plus chers jamais réalisés. L'œuf mosaïque a été commandé par le tsar Nicolas II comme cadeau pour sa femme, la tsarine Alexandra Fyodorovna, à l'occasion des célébrations de Pâques en 1914. Ce fut le dernier œuf reçu par le couple avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, qui mirent fin à leur règne et à leur vie. L'œuf, symbole de leur famille, contient une surprise à l'intérieur. Il est fabriqué en platine et en or, divisé en 5 panneaux ovales ceinturés de diamants et d'or. Les panneaux présentent un motif en mosaïque de fleurs, composé de diamants, saphirs, rubis, émeraudes, topazes et grenats. Les pièces de mosaïque sont si petites et précises qu'elles ressemblent à une broderie ou une tapisserie. Au sommet de l'œuf se trouve une pierre de lune révélant l'année 1914 ainsi que les initiales de l'impératrice en caractères russes. À l'intérieur se cache un cadre miniature en or, amovible, orné des profils en relief des enfants du tsar, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexis. Ce cadre est émaillé d'un panier de fleurs en sépia, avec les prénoms et l'année de naissance de chaque enfant. Il repose sur un socle en forme de couronne royale et peut être retiré grâce à des clips en or. Les portraits sont réalisés en émail grisaille, une technique utilisant différentes nuances de gris pour un rendu réaliste. L'œuf mosaïque est l'un des rares Fabergé à avoir survécu intact à la Révolution russe. Confisqué par les bolcheviks en 1917, il fut ensuite vendu par l'agence soviétique chargée de liquider les trésors impériaux. Il fut racheté par le roi George V et la reine Marie du Royaume-Uni pour 250 livres en 1933. À la suite de cet achat, l'œuf rejoignit la collection royale et fut hérité par la reine Elisabeth II en 1952, à son accession au trône. Depuis, l'œuf mosaïque reste l'une des pièces les plus précieuses de la collection royale. Il fut même exposé au public de juillet à octobre 2011 lors de l'ouverture estivale du palais de Buckingham, à l'occasion d'une exposition dédiée aux œuvres de Fabergé. La collection d'art de la reine Elisabeth II est l'une des plus impressionnantes et précieuses au monde. La Queen's Gallery, située au palais de Buckingham, abrite une immense richesse artistique, la collection privée la plus vaste au monde avec plus d'1 million d'objets. Cette collection extraordinaire rassemble une incroyable diversité de trésors, 7000 peintures, plus de 150 000 œuvres sur papier, dont 30 000 aquarelles et dessins, environ 450 000 photographies et quelques 700 000 objets d'art allant du mobilier, céramique, textile, aux carrosses, armes, bijoux, et bien plus encore. On y trouve également des horloges, des instruments de musique, de la vaisselle, des plantes, des manuscrits, des livres et des sculptures. L'origine de cette collection remonte au XVIe siècle, lorsque le roi Henri VII commença à acquérir des œuvres d'art venues d'Europe et d'ailleurs. Mais c'est sous Charles Ier que la collection connut son essor le plus important. Passionné d'art italien et flamand, il réunit une collection spectaculaire, incluant des œuvres de Van Dyck, Rubens, Titien et Mantegna. Malheureusement, après son exécution en 1649, sa collection fut vendue par les parlementaires. Beaucoup de ses œuvres se retrouvèrent dans des musées étrangers comme le Louvre à Paris ou le Prado à Madrid. Heureusement, certaines furent récupérées par Charles II à la restauration de la monarchie en 1660, qui enrichit à son tour la collection, notamment grâce à des cadeaux de la République néerlandaise. Depuis, les monarques suivants ont continué à étoffer la collection selon leur goût. La reine Elisabeth y a notamment ajouté des œuvres modernes et contemporaines signées Andy Warhol, Anish Kapoor, Lucian Freud ou David Hockney. La collection comprend aussi plus de 50 tableaux de Canaletto, une œuvre envoûtante de Vermeer, plusieurs Rembrandt, et plus de 30 dessins de Léonard de Vinci. La reine a également soutenu la préservation et la mise en valeur de cette collection à travers des initiatives comme le Royal Collection Trust, qui gère ses trésors pour la monarchie et la nation. Il est difficile d'estimer la valeur exacte de cette collection, car elle n'est pas destinée à la vente et n'a pas de prix de marché.
Cependant, certains experts l'évaluent à plus de 10 milliards de livres sterling, en raison de son ampleur, sa rareté et son importance historique. Environ 3000 objets sont actuellement prêtés à des musées dans le monde, tandis que d'autres font régulièrement l'objet d'expositions temporaires. La reine Elisabeth a accumulé une impressionnante collection de bijoux, couronnes, tiares et pièces précieuses qui reflètent son héritage, son goût et son style. Certains bijoux lui ont été transmis par d'autres membres de la famille royale, d'autres lui ont été offerts ou commandés auprès de grands joailliers. On y trouve à la fois des pièces uniques d'une rareté inestimable et des créations plus sobres, mais tout aussi élégantes. L'un des joyaux les plus emblématiques de cette collection est la couronne impériale d'État, Imperial State Crown. Symbole du pouvoir monarchique britannique, cette couronne est portée depuis le XVe siècle par différents rois et reines. La version actuelle date de 1937 et est utilisée pour la première fois par un nouveau souverain après le couronnement, qui se fait avec la couronne de Saint-Édouard. Elle est ensuite portée lors des grandes cérémonies d'État, comme l'ouverture du Parlement. Cette couronne est sertie de 2868 diamants taillés en brillant, 17 saphirs, 11 émeraudes, 5 rubis et 273 perles. Elle pèse environ 1,05 kg. La croix au sommet est ornée du saphir de Saint-Édouard, censé provenir de la bague d'Édouard le Confesseur lors de sa réinhumation à l'abbaye de Westminster en 1163. La valeur réelle de cette couronne est sujette à débat, car elle n'a jamais été officiellement estimée. Mais certains experts pensent qu'elle pourrait valoir entre 3 et 5 milliards de livres sterling. Comme la couronne impériale n'est utilisée que pour les grandes occasions officielles, la reine portait lors d'événements plus informels des pièces choisies dans sa collection personnelle. Celle-ci comprend plus de 300 bijoux, dont 98 broches, 46 colliers, 37 bracelets, 34 paires de boucles d'oreilles, 20 tiares royales, 15 bagues, 14 montres et 5 pendentifs remarquables. Ces bijoux ne font pas partie des joyaux de la couronne, qui ont été créés pour Charles II et ses successeurs. Certains ont été fabriqués pour des reines régnantes ou épouses de rois, d'autres ont été ajoutés par des rois eux-mêmes. Dans les temps modernes, la reine Elisabeth portait ses bijoux lors de ses fonctions de souveraine en Australie, au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Il figurait aussi dans des portraits officiels spécialement réalisés pour ces royaumes, ajoutant éclat et majesté à son image. Elle fut portée par la jeune reine le jour de son mariage avec le prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, le 10 février 1840, à la chapelle royale du palais Saint-James à Londres. La robe était faite de satin de soie épais d'un blanc crème uni, ornée d'un large volant et de garnitures en dentelle oniton, faite à la main dans le Devon, en Angleterre. La robe comportait également des fleurs d'oranger, symbole de fertilité, qui ornaient la jupe, la couronne sur la tête de la reine, ainsi que le bouquet qu'elle portait. La traîne de la robe, portée par ces demoiselles d'honneur, mesurait 18 pieds, environ 5,5 mètres, de long. Le choix d'une robe de mariée blanche était à l'époque inhabituel et novateur, car la plupart des mariées royales préféraient des robes de couleur vive ou en dentelle de Bruxelles. La reine Victoria choisit le blanc pour démontrer son soutien à l'industrie textile britannique, notamment à l'artisanat dentellier de Honiton. Elle voulait également souligner sa simplicité et sa modestie en tant qu'épouse, plutôt que son statut et sa richesse de monarque. Rapidement, la robe de mariée blanche devint une tendance populaire parmi les épouses victoriennes de toutes les classes sociales, car elle symbolisait la pureté, l'innocence et la romance. Fait intéressant, on attribue à la reine Victoria l'origine de la tradition des robes de mariée blanche, encore très présente aujourd'hui, bien qu'elle ne fût pas la première souveraine à se marier en blanc. La robe de mariée resta en possession de la reine Victoria jusqu'à sa mort en 1901. Elle fut ensuite héritée par son fils aîné, le roi Édouard VII, qui la transmit à son fils, le roi George V. Elle fut transmise de génération en génération jusqu'à ce qu'elle revienne à la reine Elisabeth II. La robe de mariée de la reine Victoria fait sans aucun doute partie de l'héritage et de l'histoire de la famille royale, étant transmise de monarque en monarque depuis plus de 180 ans. Eardley Norton était un célèbre horloger londonien du XVIIIe siècle, connu pour ses horloges innovantes et complexes, en particulier ses horloges astronomiques qui affichaient divers phénomènes célestes. L'un de ses chefs-d'œuvre est une horloge astronomique réalisée en 1765 pour le roi George III, un passionné d'horlogerie et grand collectionneur. L'horloge fait aujourd'hui partie de la Royal Collection Trust et est exposée dans la bibliothèque du palais de Buckingham.
L'horloge possède 4 faces uniques, chacune affichant différents aspects du temps et de l'astronomie. Le cadran avant indique l'heure sur un cadran de 24 heures, avec des aiguilles pour l'heure moyenne et solaire. Au cœur de cette pièce remarquable se trouve un paysage peint avec des figures illustrant le parcours du soleil dans le ciel, tandis qu'un petit cadran suit simultanément l'heure dans 30 lieues du monde par rapport à l'heure moyenne de Greenwich. L'aiguille des heures fait un tour complet toutes les 24 heures, tandis que l'aiguille des minutes effectue un tour chaque heure, parfois en avance ou en retard selon la position de l'aiguille de l'équation du temps. Pour plus de précision, le paysage se soulève en hiver et s'abaisse en été, garantissant que le soleil se lève et se couche à l'heure exacte chaque jour de l'année. En haut, une lunette indique la date et le mois. Sur le cadran latéral gauche, l'horloge affiche la date sur un grand cadran rotatif central, en dessous de 3 petits cadrans. En haut à droite, on peut voir le jour de la semaine, en haut au centre, un cadran indique le mois, tandis qu'à gauche, un cadran contrôle le mouvement général. Ce système de contrôle est activé par une plaque positionnée à 90 degrés des plaques principales. Le transfert du temps se fait via des engrenages qui alimentent le cadran arrière. Ce dernier montre l'âge et les phases de la Lune ainsi que les marées hautes et basses à 32 cours. La Lune est représentée par un globe dans l'arche, et la marée par une vague peinte en argent qui monte et descend selon un mécanisme complexe. Enfin, le cadran latéral droit présente un orrerie, modèle mécanique du système solaire, indiquant la position des planètes selon le système copernicien au fur et à mesure de leur orbite. L'horloge astronomique d'Eardley Norton est magnifiquement logée dans un boîtier en acajou avec cadran et monture en argent et émail. Elle possède un mouvement à 3 fusées, une échappement à encre dite BA à pierres précieuses et un bras de levier décentré peu commun. Elle est également équipée d'un pendule situé à l'arrière, derrière le cadran postérieur. L'horloge est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de Norton et bien sûr, comme l'une des horloges astronomiques les plus sophistiquées jamais créées. La reine Elisabeth II fut l'une des figures les plus influentes et emblématiques des XXe et XXIe siècles. Parmi les nombreux éléments qui définissaient son apparence royale, l'un des plus reconnaissables était son sac à main. La reine était rarement vue sans un sac Lonely London accroché à son bras, que ce soit lors d'une visite d'État, d'une tournée royale ou d'une fête d'anniversaire. Elle traitait ses sacs à main comme une extension d'elle-même, toujours visible, quelle que soit l'occasion. Elle les portait aussi bien en déambulant dans les couloirs du palais de Buckingham que détendue sur un canapé en train de regarder la télévision. Lonely London est une maison britannique de maroquinerie de luxe fondée par Sam Loney en 1940. L'entreprise s'est spécialisée dans la création de sacs élégants et classiques, réalisés avec un savoir-faire raffiné et des matériaux de qualité. En 1968, la société obtint un mandat royal, ce qui signifiait qu'elle était officiellement reconnue comme fournisseur de la famille royale. On rapporte que la reine Elisabeth reçut son tout premier sac Loney de la part de sa mère, la reine-mère Elisabeth, dans les années 1950. Impressionnée par le design et la durabilité du sac, elle devint rapidement une cliente fidèle de la marque. Elle commandait ses sacs Loney par l'intermédiaire de sa conseillère personnelle et habilleuse en chef, Angela Kelly, qui sélectionnait les modèles et les couleurs en fonction des tenues et des préférences de la reine. Ses 2 modèles préférés étaient le Royal et le Traviata. Le Traviata coûtait plus de 2550 $, tandis que le Royal était vendu à environ 2242 $. Elle appréciait particulièrement ces modèles pour leurs longues poignées. Ces sacs, faits en cuir verni, demandaient environ 8 heures de travail chacun. Ils existaient dans une grande variété de couleurs vives, mais Sa Majesté préférait toujours les styles noirs en cuir verni. La reine aimait assortir ses sacs à ses chapeaux et à ses manteaux, créant ainsi un look coloré et coordonné. Elle appréciait également que certains détails soient personnalisés, comme des poignées plus longues pour ne pas froisser ses gants, des doublures en soie assorties à ses tenues, ou encore des poches supplémentaires pour ses objets personnels. Mais les sacs à main de la reine n'étaient pas de simples accessoires, ils étaient aussi des outils de communication. La reine s'en servait pour envoyer des signaux subtils à son personnel ou à ses invités, notamment pour indiquer quand elle voulait mettre fin à une conversation ou quitter un événement. Par exemple, poser son sac sur une table signifiait qu'elle souhaitait partir dans les 5 minutes. Et si elle laissait tomber son sac au sol, cela voulait dire qu'elle voulait être secourue d'une conversation ennuyeuse ou désagréable. Voilà un code secret qu'on rêverait tous d'avoir sous la main pendant une sortie entre amis.
Les sacs à main de la reine étaient également des coffres à secret. Elle n'a jamais révélé ce qu'elle transportait à l'intérieur, mais certaines sources ont spéculé qu'elle y gardait des objets essentiels comme un miroir de poche, du rouge à lèvres, un mouchoir, des bonbons à la menthe, un stylo plume et ses lunettes de lecture. On dit aussi qu'elle emportait des objets plus insolites, comme un crochet portable pour suspendre son sac sous les tables. Bien que la valeur exacte de sa collection de sacs launés ne soit pas connue, on estime qu'elle pourrait valoir environ 400 000 livres sterling, sur la base d'un prix moyen de 2 000 livres sterling par sac. À l'image de la défunte monarque, ces sacs ont été témoins de certains des événements les plus importants de son règne, que ce soit lors de rencontres avec des dirigeants du monde entier, de visites à l'étranger ou de célébrations marquantes. La collection de sacs launés de la reine est sans aucun doute l'une des plus remarquables. Plus que de simples accessoires, ces sacs étaient ses compagnons de vie. Le nouveau design du jardin comprenait un lac et un talus artificiel appelé The Mound, entre autres ajouts. Les rénovations récentes, au XXe et XXIe siècle, ont également apporté de nouvelles installations, comme un court de tennis. À l'intérieur du jardin, 325 espèces de plantes sauvages s'épanouissent, aux côtés de 30 espèces d'oiseaux nicheurs et d'un splendide couvert de plus de 1000 arbres. Ce paradis arboré comprend 98 majestueux platanes et un assemblage diversifié de 85 espèces de chênes différentes. Le jardin du palais de Buckingham sert également de refuge aux oiseaux indigènes de Londres, rarement observés, comme le chevalier guignette, le phragmite aquatique ou la fauvette babillarde. Ce jardin est non seulement un lieu de beauté et de tranquillité, mais aussi un lieu de réception officielle et de célébration royale. Parmi les événements les plus célèbres qui s'y déroulent figurent les Garden Parties, une tradition remontant au règne de la reine Victoria, durant lesquelles environ 24 000 invités issus de tous horizons sont accueillis chaque été. Au-delà de cela, le jardin accueille aussi de nombreux événements, tels que des concerts, réceptions, cérémonies de remise de distinctions, investitures et visites d'État. Le jardin royal du palais de Buckingham est une attraction unique et fascinante, ouverte au public pour une période limitée chaque année, généralement de juillet à octobre. Les visiteurs peuvent explorer le jardin à leur propre rythme ou rejoindre une visite guidée qui présente les points forts. Ils peuvent également profiter d'un pique-nique sur l'une des vastes pelouses avec vue sur le palais. Les lustres font partie des éléments les plus saisissants du palais de Buckingham. Le palais compte environ 800 lustres répartis dans ses 775 pièces, incluant 19 salons d'apparat, 52 chambres royales et d'invités, 188 chambres pour le personnel, 92 bureaux et 78 salles de bain. Ces lustres sont faits de matériaux divers comme le cristal et le verre, et ils reflètent différents styles et époques historiques. L'histoire des lustres du palais remonte au règne de George IV au début du XIXe siècle. Roi dépensier et passionné d'art, George IV transforma la Buckingham House en un grand palais grâce à de vastes travaux. Il commanda plusieurs lustres aux meilleurs fabricants de l'époque, tels que Parker & Perry. L'entretien de ces imposants luminaires nécessitait énormément de main-d'œuvre. C'est ainsi que George IV employa plus de 30 ouvriers rien que pour veiller à ce que les bougies dans les lustres restent allumées dans tout le palais. Ces lustres étaient conçus pour éblouir les invités lors de bals et banquets royaux et ils continuent de le faire aujourd'hui. Un ensemble notable de lustres se trouve dans la salle du trône, également créée par George IV pour son banquet de couronnement en 1821. Cette salle contient 7 lustres, produisant une lumière équivalente à 3000 bougies. D'autres pièces du palais sont également décorées de lustres exquis. Ces luminaires font l'objet d'un entretien régulier et minutieux, qui est une tâche aussi délicate que chronophage. Une équipe d'experts du palais est chargée de s'en occuper, utilisant des techniques et des équipements spécialisés pour garantir leur sécurité et leur conservation. Heureusement, leur entretien devient aujourd'hui de plus en plus facile. Par exemple, les pièces de verre sont désormais modernisées pour pouvoir être commandées à distance, ce qui permet de les abaisser et de les remonter facilement lors du nettoyage. Les lustres du palais de Buckingham ne sont pas seulement beaux, ce sont aussi des biens précieux. Selon certaines estimations, la valeur totale de la collection de lustres du palais atteindrait plusieurs millions de dollars, en fonction de leur rareté, qualité, importance historique, ainsi que de leur taille, poids et nombre de pièces. Le piano doré de la reine Victoria, situé dans le salon blanc, White Drawing Room, du palais de Buckingham, est une pièce extraordinaire tant du point de vue musical qu'artistique.
Ce piano a fait le buzz sur les réseaux sociaux lorsqu'on l'a aperçu en arrière-plan du message de Noël annuel de la reine. Ce piano doré a été fabriqué par S&P Erard, une entreprise française renommée pour la qualité de ses pianos, prisée par les plus grands compositeurs et interprètes du XIXe siècle, comme Chopin, Liszt, Mendelssohn et Wagner. Erard est également célèbre pour avoir inventé le mécanisme de double échappement, qui permettait la répétition rapide d'une note et ouvrait la voie à une virtuosité accrue. Quant à la valeur de ce piano, il est difficile d'en donner une estimation précise. C'est un modèle unique, peint à la main, et il possède une valeur historique et sentimentale inestimable. Toutefois, en le comparant à d'autres pianos à queue Erard de la même époque, sa valeur pourrait atteindre environ 138 000 livres sterling, soit environ 175 000 $. Le piano a été fabriqué pour la reine Victoria en 1856, car elle et son mari, le prince Albert, partageaient une passion commune pour la musique. Ils jouaient souvent des duos au piano et recevaient des invités musicaux, notamment Félix Mendelssohn, l'un des compositeurs préférés de la reine. Ce piano n'est pas un modèle standard, c'est une création unique qui reflète le goût royal et le style artistique de l'époque. Il est fabriqué en acajou, bois de satin, satin oud et pin, avec des montures en laiton et bronze doré. L'extérieur du piano est recouvert de feuilles d'or et orné de peintures réalisées par François-Théodore Rochard, un miniaturiste travaillant pour la famille royale. Les peintures représentent des chérubins et des singes jouant d'instruments de musique ou semant le désordre, dans un style appelé singerie. Compte tenu des caractéristiques uniques et des décorations exceptionnelles du piano de la reine Victoria, il est clair que son estimation ne prend pas en compte la valeur artistique des peintures et de la dorure, ni son origine royale et sa dimension historique. Par conséquent, la valeur réelle du piano pourrait être beaucoup plus élevée. Les corgis royaux étaient des chiens de race Pembroke Welsh Corgi appartenant à la reine Elisabeth II ainsi qu'à ses parents, le roi George VI et la reine mère Elisabeth. La reine aimait les corgis depuis sa plus tendre enfance, après être tombée amoureuse des chiens appartenant aux enfants du marquis de Bath. De 1933 à 2018, la défunte souveraine a toujours possédé au moins un corgi, et de 1952 à 2022, elle en a possédé plus de 30. Les corgis royaux ont acquis une renommée mondiale et sont devenus un symbole de la monarchie britannique. Même après leur mort, ces chiens bien-aimés ont laissé un héritage durable, immortalisé à travers l'art, des statues, des photos officielles et des peintures. Le premier corgi royal fut Dookie, ramené à la maison par le roi George VI en 1933. Une photo de l'album familial montre la future reine, alors âgée de 10 ans, avec Dookie et un autre de ses premiers favoris, une corgi nommée Jane, à Balmoral. Après la mort de Dookie au début de la Seconde Guerre mondiale, puis celle de Jane, accidentellement renversée par une voiture en 1944, Suzanne devint le premier corgi Pembroke appartenant uniquement à Elisabeth. Elle reçut ce chien en cadeau pour ses 18 ans, l'année même où Jane est décédée. Le chien fut officiellement enregistré sous le nom de Icor Thrift Pipé, mais tout le monde l'appelait Su, un nom qui évolua naturellement en Suzanne. Le lien entre Suzanne et la princesse Elisabeth était si fort que Suzanne accompagna la jeune mariée durant sa lune de miel avec le prince Philippe, caché sous des couvertures dans le carrosse royal. En signe supplémentaire de son attachement à ces animaux, la reine Elisabeth supervisait personnellement un programme d'élevage de corgis Pembroke au château de Windsor. Les chiots issus de cet élevage portaient fièrement le nom d'élevage Windsor. Fait intéressant, Suzanne est devenue la matriarche ancestrale de tous les corgis de la reine Elisabeth. Les corgis de la reine n'étaient pas seulement ses animaux de compagnie, mais aussi ses compagnons fidèles et parfois même ses confidents. Il l'accompagnait lors de voyages officiels, séjournait avec elle dans ses différentes résidences et accueillait invités et dignitaires. Les corgis profitaient pleinement de leur vie privilégiée au palais de Buckingham, où une pièce spécialement conçue pour leur confort leur était dédiée, la célèbre chambre des corgis. En plus de cela, les chiens suivaient une routine stricte en matière de repas, de santé et de toilettage. Ils étaient nourris dans des gamelles approuvées par des experts vétérinaires, et dormaient dans leur propre panier en osier. Les corgis royaux étaient véritables célébrités, apparaissant dans de nombreux médias et événements culturels. On les a vus en couverture de magazines, sur des timbres, des pièces de monnaie, et même à la télévision. 3 de ces corgis bien-aimés ont même participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012,
où ils ont escorté la reine et James Bond jusqu'à l'hélicoptère censé les emmener au stade. En plus de sa famille humaine, la reine Elisabeth laisse derrière elle 2 corgis, un cocker spaniel et un dorgi, croisement entre un corgi et un teckel. Lequel de ces objets historiques du palais de Buckingham, d'une valeur estimée à 5 milliards, trouvez-vous le plus fascinant? Dites-le nous en commentaire. Et pour découvrir d'autres vidéos captivantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des vignettes qui s'affichent à l'écran.